посвященный толерантности. Сейчас я представлю участников круглого стола, и затем они что-то расскажут, и мы погрузимся в увлекательную дискуссию. Потому что толерантность не просто хорошая манера, а некий инструмент выживания в современном обществе. Мы уже поняли, что без нее просто никак. А вот как с ней, мы это и будем сегодня обсуждать. И у нас собралась интересная компания. Я пойду для вас как бы справа налево. Господин Безри Дефо, председатель Общества Африканское единство. Госпожа Зинеп Аль-Бен-Али, преподаватель курса франкоязычная литература из университета Париж-8. Господин Мишель Гранж, наверное, вам известный, директор французского института в Санкт-Петербурге. Госпожа Вера Сахарова, начальник управления координации государственных программ по межнациональным отношениям и связям с отечественниками за рубежом Комитета по внешним связям администрации Санкт-Петербурга, специалист по мультикультурализму. И господин Валерий Ачкасов, доктор политических наук, профессор кафедры международных политических процессов СПбГУ. Теперь слово тому, кто нас здесь сегодня принимает, господину Мишелю Гранжу. Est-ce que tout le monde m'entend et est-ce que nos amis interprètes m'entendent bien? Je ne les vois pas. Très bien. Alors, écoutez, je vais vous souhaiter la bienvenue à ce débat d'idées qui est organisé par l'Institut français de Saint-Pétersbourg en collaboration avec le comité des relations internationales du gouvernement de Saint-Pétersbourg et la Maison des nationalités qui nous accueille et que je remercie ici. Je vais tâcher de parler assez lentement, tout simplement parce que nous avons des collègues qui sont interprètes et pour ceux qui ont la traduction dans le casque, évidemment, ce n'est pas tout à fait agréable d'être en retard sur ce qui est dit. Donc, moi-même, je vais essayer de m'appliquer cette règle, de parler lentement, et tout au long du débat, je vais vous demander de vous appliquer la même règle. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, l'Institut français est un centre culturel qui est financé par le ministère des Affaires étrangères de la République française et qui a pour but de promouvoir toute les coopérations dans le domaine de la culture et de l'éducation avec la Russie. Alors, je ne vais pas vous donner trop de détails sur l'Institut français, tout simplement parce que je crois que chacun a vu sur sa chaise, ou on lui a donné en tout cas une petite brochure qui explique ce qu'est l'Institut et un dépliant qui montre quel est notre programme pour les 2 mois à venir. Voilà, ce que je peux vous dire sur l'Institut français, par contre, c'est que nous avons parmi nos objectifs de promouvoir une valeur qui est importante pour nous, qui est celle du débat. Alors, le débat, la discussion, le dialogue, l'échange intellectuel de manière générale, parce que nous considérons que c'est un vecteur de progrès. Nous savons que très souvent dans notre vie quotidienne, les moyens de communication ultra rapides que l'on a partout dans nos poches, dans nos sacs pour les femmes, etc., sont des moyens très importants, mais qui ont tendance à réduire la pensée et à l'exprimer d'une façon qui est très réduite à un moule qui est donné par ces médias. Et donc, nous pensons qu'il y ait vraiment échange intellectuel, qu'il y ait vraiment préparation d'une coopération, eh bien, rien ne vaut la rencontre, rien ne vaut le débat, rien ne vaut la discussion, dans tout ce qu'elle a d'humain et de constructif. C'est dans cet esprit que l'Institut français de Saint-Pétersbourg a souhaité innover et lancer un cycle de débats d'idées cette année. Alors, je précise que cette année, nous célébrons l'année croisée France-Russie
2012, langue et littérature. C'est une année qui a été décrétée par deux gouvernements russes et français et qui a pour but de renforcer les échanges intellectuels. Ce cycle de débats d'idées que nous commençons aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette année, puisque notre but est de donner à chaque participant une opportunité d'enrichir ses propres idées en faisant circuler celles des autres. Voilà, donc je voudrais souligner que ici, je pose un peu le cadre de ce débat. Ici, il ne s'agit pas de vouloir imposer à qui que ce soit une opinion. Il ne s'agit pas de donner des leçons, encore moins à qui que ce soit. Mais au contraire, il s'agit d'apporter chacun de notre expérience, d'apporter notre pierre à l'édifice d'une pensée qui doit être plurielle, qui doit être complexe et diverse. Une petite remarque supplémentaire, même si c'est évident, je préfère en parler. Ce cycle de débat d'idées n'est pas non plus une arène politique. Alors, il ne s'agit pas ici de faire campagne électorale, même si en France, on a de belles échéances devant nous. En Russie, c'était il n'y a pas longtemps. Mais donc, ce n'est pas l'objet de ce débat d'idées. Ce qui nous importe, c'est tout simplement d'amener des personnes qui travaillent sur une même problématique et qui n'ont pas l'habitude de se parler forcément, que ce soit des artistes, des responsables administratifs, des universitaires, des responsables associatifs et le public tout simplement. Le thème de la tolérance s'est imposé à nous pour ce premier cycle de débat d'idées, car il est au cœur des politiques de la ville, et ce, dans tous les pays. Et là, je voudrais souligner que toutes les grandes villes du monde connaissent les mêmes problèmes. Et personne n'a trouvé de solution parfaite. Devant ce constat, on est bien sûr encouragé à échanger nos expériences. C'est ce que l'on veut faire dans le cadre de ce débat d'idées, et c'est ce qu'on veut faire sur le thème de la tolérance, à Saint-Pétersbourg en particulier, puisque le gouvernement de la ville de Saint-Pétersbourg a reçu en 2010 un prix de l'UNESCO pour le programme Tolérance que mène le gouvernement depuis plusieurs années. On a considéré que cette expérience méritait d'être partagée, et en tout cas, nous autres Français sommes particulièrement intéressés. Le thème général de la tolérance sera abordé par l'Institut français en 5 sessions tout au long de l'année. Et j'ai tenu à placer la première session aujourd'hui dans le cadre de la fête de la francophonie que plusieurs pays organisent en ce moment même à Saint-Pétersbourg. La Suisse, la Belgique, la Grèce, je salue ici le consul général de Grèce, Chypre, la Bulgarie, le Canada, nous aurons notre invité d'honneur dans quelques secondes qui va venir s'exprimer au nom de l'ambassade du Canada, et bien sûr la France. La tolérance est une valeur forte de la francophonie et de ses 56 pays membres. Comme le rappelle régulièrement Abdou Diouf, l'ancien président de la République du Sénégal et qui est actuellement secrétaire général de la francophonie, solidarité, diversité, respect, justice, équité et tolérance, quelles que soient nos différences, en partageant ces valeurs, nous pouvons contribuer à l'élaboration d'un monde meilleur et nous pouvons lutter contre la pauvreté, contre l'ignorance, contre l'exclusion, le fanatisme et le terrorisme. En prononçant ce mot terrorisme, j'ai une pensée toute particulière pour les familles de Toulouse et de Montauban qui ont été violemment touchées ces derniers jours par la tragédie, qui est une tragédie nationale,
de cette série de 7 meurtres qui ont plongé chacun dans l'effroi et dans la consternation. J'ai une pensée pour eux. Nous sommes maintenant à l'heure de cette douleur partagée, mais qui est partagée avec la force de la dignité et dans une solidarité que l'on ressent très fortement en France, qui est une solidarité œcuménique et républicaine. Voilà, ce drame jette un éclairage très violent sur la notion de tolérance. Mais je voudrais que nous fassions aujourd'hui un effort pour ne pas mélanger la question du terrorisme avec celle de l'intégration des migrants, qui est le vrai thème qui nous intéresse ce soir. Voilà, avant de passer la parole pour ouvrir solennellement ce débat à notre ami Gilles Breton, qui est l'adjoint du chef de mission de l'ambassade du Canada en Russie, je voudrais citer le rapport qui s'intitule « Francophonie et migration internationale » qui a été rédigé par la cellule de réflexion stratégique de la francophonie, qui est dirigée par Dominique Volton, directeur de recherche au CNRS. Ce rapport pointe des aspects très positifs de l'immigration et qui font écho à l'histoire de la France et aussi à celle du Canada. Je cite, « Les migrations sont à l'origine de l'enracinement de la langue française et de la francophonie sur les 5 continents. Aujourd'hui, la francophonie propose une nouvelle approche de la construction d'une autre mondialisation, plus respectueuse de l'homme et en faveur d'une laïcité propice à la tolérance. » Je pense que cette analyse pourra nous être utile dans nos débats. Voilà, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite, c'est inhabituel pour moi, je fais des efforts, et je nous souhaite à tous un passionnant débat. J'invite donc M. Gilles Breton à ouvrir solennellement. Merci beaucoup. Огромное спасибо. Насколько я понял, лингва франка этого мероприятия это французский язык, насколько это инструмент de la francophonie, это было бы несправедливо не говорить по-французски. Тогда я буду, насколько я могу, медленно говорить по-французски. Mes collègues de l'ambassade à qui j'ai parlé de cette question du multiculturalisme et de l'intégration m'ont en quelque sorte forcé tout d'abord à vous offrir quelques observations démographiques qui nous permettront de peut-être mieux comprendre ce dont nous parlons quand nous parlons du modèle canadien. Vous serez peut-être étonné d'apprendre qu'à chaque année, le Canada reçoit 250 000 nouveaux résidents permanents. Ça, c'est une petite année, comme on dit. Donc, 250 000 nouveaux Canadiens. C'est-à-dire des gens qui, dans 3 ans, deviendront des citoyens canadiens. Chaque année aussi, le Canada reçoit 200 000 travailleurs et étudiants étrangers. Donc, travailleurs temporaires et étudiants étrangers au Canada. 200 000 par année, sur une population totale au Canada d'à peu près 33-34 millions de personnes. Nous avons présentement au Canada 200 différentes origines ethniques. Donc, le dernier recensement russe parlait, je crois, de 250. Alors, on est de ce côté-là un peu mieux que la Russie. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que le recensement de 2006, notre dernier recensement, nous avons aussi ce qu'on appelle chez nous les Premières Nations, plus d'1 million de Canadiens qui se définissent comme des autochtones, c'est-à-dire des gens qui appartiennent ce qu'on appelait autrefois aux Indiens qui étaient là avant l'arrivée des Européens. Et là-dessus, je vous signale qu'on a changé notre discours même, parce qu'à l'époque, on disait la découverte du Canada. Maintenant, on doit dire le premier contact entre les Européens et les Premières Nations. Donc, changement de discours. Il y a 5 millions de Canadiens, c'est-à-dire, et donc, ce qui constitue à peu près 16% de la population du pays, qui se considèrent comme une minorité. Donc, ces minorités viennent principalement d'Asie du Sud, de Chine et d'Afrique. Et donc, les prévisions pour l'an 2031, c'est que 33% des Canadiens feront partie d'une minorité, que 25 à 28% des Canadiens de ce moment-là
seront des gens qui seront nés en dehors du Canada. Et pour ceux que la chose intéresse, 14% d'entre eux ne seront pas des chrétiens. Donc, ils seront non pas d'une religion différente de celle de la majorité actuelle. Naturellement, la Constitution canadienne reconnaît aussi des droits égaux à tous les Canadiens, sans égard à leur race, origine ethnique ou à leur couleur. Et là-dessus, je voulais expliquer un peu la façon dont la chose est perçue. Il y a quelques années, un collègue de l'ambassade et moi avions eu l'occasion, dans la dernière année de l'Union soviétique, de faire une petite émission de télévision. On avait expliqué, moi, mes ancêtres sont arrivés de France en 1650 ou 1660. Donc, je suis ce qu'on appelle chez nous un Québécois de souche, qui est une expression maintenant qui est assez particulière. Koréné. Il y a Koréné. Et j'avais avec moi un collègue qui est de descendance ukrainienne et dont les parents sont arrivés au Canada en 1949. Et ce qu'on avait essayé d'expliquer, qu'entre nous, la question ne s'est jamais posée. La date de l'arrivée de tes ancêtres ou de tes grands-parents a-t-elle une importance sur ta nationalité ou sur la qualité de ta citoyenneté? C'est une chose qui ne se pose à peu près pas à mon expérience. Donc, peu importe si vous êtes arrivé il y a 5 ans ou il y a 300 ans, vous êtes considérés dans notre culture, règle générale, comme égaux. Enfin, je sais, il y aura peut-être des exceptions, mais je pense que c'est un facteur important de cette compréhension de la façon dont les Canadiens se voient. On parle maintenant aussi du modèle du multiculturalisme et des succès canadiens. Je dois vous rappeler aussi que le multiculturalisme, c'est une idée qui a été mise de l'avant dans les années 60, surtout à l'époque de Pierre Trudeau, qui était Premier ministre à l'époque, mais c'était aussi un mouvement de rejet du principe qui avait été appliqué aux États-Unis, qui s'appelait le melting pot, où ce processus en vertu duquel on refusait en quelque sorte, on niait la notion de nationalité distincte et on créait une nouvelle nation. Non pas à la manière soviétique, mais à la manière nord-américaine. Il faut voir aussi que, donc, chez nous, au Canada, le processus de création d'une société multiculturelle est un processus naturel qui est tout à fait nécessaire aussi pour la croissance démographique du pays. C'est-à-dire que si nous n'avions pas une société notre société étant basée sur l'immigration de partout dans le monde, nous avons donc une société qui est dépendante de cette immigration et qui se voit, de par sa nature, forcée d'être multiculturelle. Il faut voir aussi, dans cette notion de multiculturalisme, ce qui se pose, bien sûr, il y a beaucoup, les gens qui quittent leur pays d'origine pour venir s'établir au Canada maintenant, le font davantage désormais par choix que par nécessité aussi, ce qui change aussi la nature de la société. La plupart des gens qui sont arrivés au Canada, par exemple, à la fin du 19e siècle, quittaient leur pays pour des raisons économiques, pour des raisons aussi, au début, pendant le 20e siècle, beaucoup des gens qui sont venus au Canada sont venus parce qu'ils étaient en quelque sorte les réfugiés des grands conflits mondiaux. Donc, après la Révolution russe et après la Première Guerre mondiale, nous avons une certaine vague d'immigration au Canada. Et la Deuxième Guerre mondiale aussi nous a donné une autre vague d'immigration tout à fait différente. Mais donc aussi, ces changements à l'intérieur des flux migratoires sont très importants à observer. Ils sont ce qu'on observe aussi, par exemple, ce que j'ai connu dans ma jeunesse comme ce que nous appelions les immigrants, pour qui leur origine ne comptait plus parce qu'ils n'avaient plus ou presque pas le moyen de rentrer en contact avec leur pays d'origine. Si vous étiez par exemple en provenance du Liban ou de la Syrie et que vous vous établissiez au Québec dans les années 50, vous pouviez peut-être avoir une lettre à l'occasion de vos parents, mais c'était tout. Alors qu'aujourd'hui, vous pouvez être en conversation avec eux sur Internet à tous les jours, si vous voulez. Donc ça change aussi les processus d'intégration. Donc, sur quoi je veux vous laisser, c'est peut-être que ce qui est important de voir, c'est que nous pensons avoir connu un certain succès au Canada avec ce modèle de multiculturalisme. Et c'est peut-être parce que, comme on nous le rappelait, c'est que le Canada a été parti d'un empire, mais n'a jamais été en lui-même un empire. Alors, en m'en venant ici ce soir, je pensais au fait que la Russie, c'est en fait 2 empires qui se sont succédés, si vous voulez. Donc, je loin de moi l'idée de proposer quelques modèles canadiens, mais je dois vous signaler que sans l'immigration, sans le modèle de multiculturalisme, le Canada ne connaîtrait pas la prospérité qu'il connaît à l'heure actuelle. Voilà. Merci. Votre discours. Господин Гранж, можете вы представить кино, которое мы сейчас посмотрим, про проблемы мультикультурализма в бытовой сфере?
vous a réservé une petite surprise pour commencer. On a projeté il y a quelques jours de ça un film qui s'appelle Mauvaise foi de Rochdi Zem, qui date de 2006. Donc on a décidé de vous en projeter un petit extrait, quelques minutes, mais voilà, c'est une comédie et ça parle d'un couple, Clara qui est juive et Ismaël qui est arabe, et ils forment un couple, tout va bien, ils sont heureux, ils sont épanouis, ils sont ensemble depuis 4 ans. Et puis évidemment, les choses se compliquent petit à petit dans le film. Donc on va vous montrer un extrait. Ismaël, donc, qui est arabe et qui vit dans un milieu musulman, veut connaître un peu plus la religion de sa compagne. Alors il va demander conseil à son meilleur ami qui est juif. C'est le moment qu'on va vous montrer. Ça fait une heure que tourne le morceau. J'ai promis aux parents de la dire. C'est que lavage de cerveau qui t'ont fait avec leur passe au Karcher. Mais donc j'y vais par curiosité. Écoute, je vais avoir un enfant avec une femme juive, donc voilà, donc je commence à comprendre comment elle fonctionne, c'est tout. Et on ne cherche pas à comprendre, c'est déjà assez compliqué. Ce que je voudrais savoir, c'est avoir une kippa, qu'est-ce qu'il faut pour entrer dans les synagogues. Une kippa, c'est tout. Ouais, 4 ans, je serais surpris alors. Voilà, je vous discret, tu mets un talit, tu baisses la tête, et tu fermes ta gueule. Le talit, c'est tissu blanc qu'on met sur les épaules, ça? Où est-ce que je peux trouver ça? Quand tu entres dans la synagogue, tu enlèves pas. Ну вот мы услышали про то, какое значение имеет толерантность для французов. Мы узнали немножко, как обстоят дела с толерантностью в Канаде. И ключевая идея, мне кажется, была высказана в конце, что без миграции, да, без притока свежих сил не было бы и канадского благоденствия. Да? И важно это помнить, это помогает в толерантности. Давайте узнаем, как с этим дела обстоят у нас в Петербурге. Слово Вере Сахаровой, которая занимается проблемой мультикультурализма и даже отвечает за этот участок борьбы в городских структурах. Скажите конкретно, сколько у нас, вот как у нас город структурирован, сколько мигрантов каждый год приезжает? Да? Вот мы слышали проценты в речи нашего канадского гостя. Спасибо большое за предоставленное слово, уважаемые гости, уважаемые... Ближе микрофон. Спасибо за то, что мне предоставлена честь сегодня в столь представительной аудитории тоже говорить о столь злободневных проблемах. Прежде всего, откликаясь на то, что сказал господин Мишель Гранши, я должна тоже вспомнить о том, что сейчас происходит во Франции, и также, слушая вас, я вспоминаю свое пребывание в городе Тулуза, который, между прочим, имеет непосредственное отношение к Санкт-Петербургу в следующем смысле. Мы оба являемся членами, городами Европейской коалиции городов против расизма. В недрах ЮНЕСКО создана такая организация, и вот, собственно, там есть руководящий комитет, а в эту структуру, в Европейскую коалицию городов против расизма, входит больше 80 городов. Принцип отбора простой, власти и общественность этих городов должны вести такие конструктивные действия на ниве толерантности, что называется. Так вот, в этот руководящий комитет входит примерно 10 городов, и Тулуза, и мы туда входим. И на самом деле в разные годы мы принимали как раз вот членов, самых видных деятелей этой Европейской коалиции городов против расизма и представителей ЮНЕСКО. Поэтому я не понаслышке знаю, что происходит в Тулузе, насколько там эффективный менеджмент городской в этом смысле, насколько плодотворные меры там проводятся в жизнь. В связи с этим вот мы с особым трепетом следим за всем тем, что там происходит. И вот еще раз
от имени Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга как минимум я тоже позвольте произнести здесь слова того, что мы разделяем эту боль. Также спасибо за оценки, за то, что вспомнили о премии ЮНЕСКО, за то, что провели параллели относительно проблем, одинаковых для крупных городов. Действительно, да и для наших стран тоже, если брать Францию и Россию, проблемы похожие. У вас сейчас идет президентская кампания, мы с интересом следим, как почти главный претендент снижает квоты по доступу мигрантов со 180 до 100 тысяч в год, да, и как на это откликается французское общество. Скажу, что, например, в Российскую Федерацию только в 2011 году въехало порядка 12 миллионов мигрантов, откликаясь на то, что сейчас сказал господин представитель канадского посольства. 12 миллионов, и, как вы понимаете, большинство из них едут не куда-нибудь, да, а в два крупных города. По самым минимальным оценкам 40% мигрантов направляются в Москву и Санкт-Петербург, если брать весь миграционный поток. Российская Федерация занимает второе место в мире после Соединенных Штатов по приему мигрантов и так далее. Поэтому действительно такая, может быть, у нас может получиться интересная дискуссия. Кстати говоря, во Франции вот эта вот риторика сейчас развивается, да, по поводу толерантности, мультикультурализма, миграции. И у нас тоже буквально вчера произошла знаменательная встреча премьер-министра Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и министра, отвечающего в российском правительстве за межнациональные отношения, это министр регионального развития господин Басаргин, и они договорились о том, что в ближайшее время в Российской Федерации будет принята федеральная программа под названием «Единство российской нации». Это... Конечно, а вот у нас в городе, не на государственном уровне, да, а в нашем городе что делается? В нашем городе, наверное, здесь собралась достаточно просвещенная аудитория, чтобы знать, что с тех пор, как условно с 2004-2005 года в нашем городе начались открытые выступления националистов и даже преступления на почве межэтнической ненависти, то, соответственно, стало совершенно очевидно, что необходимы срочные такие профилактические меры. И вот с тех пор можно говорить о том, что в городе создана специальная система мер и реагирования по этому поводу. У нас с 2004 года действует консультативный совет по делам национальности при правительстве, который является очень эффективной площадкой для диалога и для решения всех проблем, будь то массовые религиозные мероприятия в городе Курбан-Байрам или проблемы, связанные с мигрантами и так далее. У нас с 2005 года работает вот это вот государственное учреждение, которое нас сейчас гостеприимно принимает, и мы на самом деле рассматриваем его как такой генератор этнокультурных связей в городе. Ну и все это дополняет, конечно же, созданная при научной поддержке программа толерантности, о которой вот так много сейчас упоминается. И должна сказать, что с тех пор, как она реализуется, это с 2006 года сделано достаточно много. Можно говорить о том, что одним из косвенных результатов профилактической работы является снижение преступлений экстремистской направленности и уменьшение числа правонарушений националистического характера. За время реализации программы, условно 2007 год по нынешний период, в 2 раза мы фиксируем. И вы, наверное, знаете, что с 2011 года программа эта обновлена, мы называем ее «Толерантность 2.0», и у нее появились совсем другие акценты, толерантность второго поколения. И прежде всего эти акценты касаются, конечно же, мигрантов, о чем вы упомянули. Вера Вячеславовна, спасибо. Вы сказали, что стало лучше с этим. Позвольте переадресовать этот вопрос господину Дезире Дефо, который живет в Петербурге уже довольно много лет и может рассказать со своей точки зрения, как он видит, поменялось ли что-то к лучшему за последние годы в плане толерантности, отношения к мигрантам, отношения к иностранцам, к другим. Спасибо за презентацию слова. Спасибо за презентацию слова. Сегодня день франкофонии. Я бы, конечно, выступал на французском, но я думаю, что главный человек сегодня здесь меня поймет. Я попробую на русском. Если у меня получится, буду.
Значит, то, что касается толерантности, я считаю, что всегда надо говорить о практических значениях. Для меня и для африканцев в основном, я не буду говорить о всей диаспоре, потому что здесь разные ситуации. Мы смотрим интеграцию мигрантов с точки зрения практической. Что это значит? Если решать вопрос толерантности в социальном направлении, то, что в принципе делается в программе толерантности города, то это правильно. Потому что я тоже работаю на эту программу, и мы в разные точки города, в разные районы города, действительно, за это время очень много было сделано. Если коротко сказать. А практически здесь другой ракурс. Потому что здесь идет вопрос о интеграции экономической. Это значит, человек приезжает, надо его интегрировать. Для чего он приехал? Приехал работать, приехал учиться. В какое общество он живет? Здесь нужна определенная структура для его интеграции. И получается, что в принципе, если говорить общее о социальных решениях, связанных с толерантностью, конечно, можем быть. Кстати, толерантности мы не можем никого воспитать. И так дома родители стараются. Значит, если кто-то, может быть, не знает, конечно, программа помогает людям узнать, что есть вопрос. Может быть, как-то по-другому себя вести. Но суть в том, что мы сами знаем, что вопрос толерантности очень сложный. Значит, по крайней мере, для человека, который приехал в другой город, в другую страну, ему главное, чтобы ему дали возможность жить, работать и продвигаться. Есть такая возможность? Значит, я не буду забраться говорить, но если говорить по направлению африканскому, то, конечно, иммигранты, есть еще проблемы, надо еще его решать. То есть сейчас есть определенные возможности, но недостаточно, потому что здесь еще вопрос о законе. Разрешение работы, как тебе дают эту работу, какой, то есть здесь очень сложно. Это не только толерантность можно решать, это целая структура государственная. Значит, мы считаем, что на данном этапе, да, есть те, которые получают работу, например, да, но еще есть много-много вопросов, которые, если бы решали на уровне власти закон, то, в принципе, можно получить больше. Социальный вопрос. Да, проект толерантности работает, но то же самое. Там тоже надо еще работать, потому что говорю, что сегодня все решено, вряд ли. Это только решать. Один короткий вопрос. Стало лучше за последние годы? Знаете, вот сказать однозначно стало лучше никто тебе не скажет. И никто об этом не будет говорить. Мы можем сказать, стало лучше в какой-то области. А лучше никто не скажет. Потому что в какие-то области мы чувствуем, что лучше стало. И я даю акцент на социальные вопросы. Потому что это видно, например, я даю конкретный пример. Мы прошли, может быть, примерно 90-100 школ, да? Если я сегодня приезжаю еще в школе, например, Васильевский остров, или Черная речка, или я не знаю где, то видно, что те школьники, которые участвуют в этой программе, даже отношение стало другое. Это очень важный момент. А это тоже несколько университетов, кстати. То есть это какой-то плюс, который мы видим. И так глобально сказать, что плюс, я бы не сказал, но есть конкретика, есть места и конкретные факты, которые я могу связать как плюс. Вот об этом речь. Спасибо. А теперь хотел бы спросить Валерия Алексеевича, как представителя